sociologue de formation, il a été ordonné prêtre en 1982, professeur de sciences religieuses à l'université de Namur. Il est curé de la paroisse de Blocquery à Louvain-la-Neuve. Mon invité aujourd'hui, c'est Charles Delay. Merci tout d'abord d'être avec nous aujourd'hui. Si volontiers, Julie. Alors vous avez écrit un livre récemment intitulé « Où allons-nous de la modernité au transhumanisme ?» Alors pour qu'on comprenne bien tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le transhumanisme ? Si on le savait, le transhumanisme, c'est un... On sent très bien que nous sommes en période de transition. L'homme est occupé finalement à changer. On essaie d'augmenter son intelligence, ses capacités physiques et autres. Et est-ce que ça nous mène vers un autre type d'humanité? Certains le prétendent, ils appellent ça d'ailleurs humain 2.0. Qu'est-ce que ce sera? On n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est en période de changement et un changement de plus en plus rapide. Et nous sommes vraiment dans ce changement aujourd'hui, en 2018 ? Oui, depuis 10, 20, 30 ans. Regardez un petit peu la place de l'intelligence artificielle, des robots, les réseaux de communication, tout ça, ça change notre vision de l'homme et notre manière de vivre comme être humain en relation avec les autres. Et justement, selon vous, comment l'homme se situe par rapport à tout ça, par rapport à tous ces changements? Comment est-ce qu'il les vit? Mais c'est là toute la question, précisément. Je crois que nous ne sommes plus au siècle passé où on glorifiait le progrès. On sent très bien que ce progrès pose question. À la fois, on est complice de ce progrès, il nous faut le dernier modèle du GSM, mettons, et en même temps, on sent très bien que ça nous mène vers un type d'humanité qui risquerait d'être moins humain. Et au fond, le but de ce livre, si je puis me permettre, c'est de dire, mais attention, les changements, bien sûr, on n'est ni contre la science, ni contre la technique, mais que cela ne modifie pas les fondamentaux de l'homme, si je puis dire. Quels sont-ils? C'est là toute la question. Et comment faire justement pour que ça ne modifie pas ces fondamentaux de l'homme? Eh bien, moi, j'aurais envie de dire, essayons, c'est à la mode de vivre ici et maintenant les valeurs qui font l'être humain. Ne nous laissons pas, aujourd'hui, déshumaniser. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport à l'autre qui, quelque part, est un petit peu déshumanisant? Est-ce que nous n'utilisons pas trop les machines qui nous ressemblent, mais le risque, c'est que finalement, nous ressemblions à une machine et qu'on ne mesure quelqu'un que par son efficacité comme on mesure une machine. Il y a un petit peu de ça dans le monde du capitalisme ultralibéral qui sent la fin aussi, à mon avis. Est-ce qu'il faut craindre justement alors ces évolutions technologiques qui à la fois sont utiles pour la société, mais qui donc enlèvent un peu ce lien humain? Il ne faut jamais craindre. Il faut rester critique et pouvoir orienter. On peut faire énormément de choses. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette puissance qu'a acquis l'homme? Et il faut veiller à ce que la puissance ne détruise pas l'homme. Donc il s'agit dans mon livre de... Oui, certains parlent d'un catastrophisme éclairé. J'aime bien cette expression, c'est un philosophe français. Catastrophisme, c'est-à-dire, attention, il y a une logique qui se met en place dans la Silicon Valley, etc., qui est toujours en lien d'ailleurs avec l'argent, hein, une logique qui se met en place et qui risque d'être néfaste. Attention, nous pourrions aller jusque-là, mais il est toujours temps de se ressaisir. Finalement, si j'écris un livre, c'est parce que je crois en l'homme et je crois qu'il peut rester humain. Et non seulement qu'il peut rester humain, mais que si elle est bien utilisée, cette technique peut nous permettre d'être plus humain. Et pas humain plus, si vous voyez le jeu de mots que je veux faire. Comment vous abordez justement tous ces thèmes avec vos étudiants? C'est aussi l'échange avec eux qui vous a inspiré pour votre livre? Eh bien, c'est mon cours qui m'a inspiré pour mon livre, effectivement. En fait, tout a commencé en 2010. Je suis tombé sur un livre, La vie vivante, où Jean-Claude Guillebeau, bien connu, journaliste bien connu, m'a fait prendre conscience qu'il y a dans nos laboratoires des choses parfois terrifiantes. Par exemple, la manipulation du génome humain. Est-ce qu'on peut se permettre? Je ne crois pas. Toujours est-il qu'il m'en a fait prendre conscience et je me suis dit, il faut que j'avance dans ma réflexion. Et puis j'ai beaucoup travaillé ces questions pendant ces 10 dernières années et je me suis dit, maintenant, il est temps de mettre ça par écrit pour inviter les gens, non pas à avoir peur, mais à bien poser les questions. Car quand je pose bien les questions, peut-être que je peux deviner la réponse. Et vous abordez aussi la religion dans votre livre. Où est-ce qu'elle se situe par rapport à tout ça? Voilà la question. Je crois que la religion, à notre époque, doit se situer comme vision de l'homme, comme foi en l'homme. On parle souvent de la religion comme foi en Dieu, et loin de moi de le nier, mais je crois que Dieu est pour moi celui qui croit en l'homme. Si l'homme est créé par Dieu, c'est-à-dire s'il est un cadeau et pas simplement le fruit du hasard et de la nécessité, l'homme a du bon en lui, mais il est aussi libre. C'est sa suprême beauté que sa liberté. Qu'est-ce qu'il va faire du bon qu'il a en lui? Personnellement, je crois que la religion est là pour réveiller le meilleur en nous-mêmes.
Cela dit, c'est certain, je ne suis pas le seul à le dire, que nous sommes dans une société occidentale un peu matérialiste et un peu individualiste, on le dit dans tous les cafés du commerce, et que peut-être la religion pourrait, si elle revenait, parce qu'elle est occupée à s'en aller, soyons bien clairs, si elle revenait, réveiller le meilleur de l'homme. C'est Habermas, le grand philosophe allemand, qui lui-même n'est pas croyant, qui dit « Il est temps que l'on redonne aux religions la parole. Elles peuvent aller puiser dans leurs réserves de valeurs, car elles sont nécessaires au débat de société. C'est ça ma conviction, que chacun ait du souffle en lui, qu'il aille le chercher dans l'Évangile, c'est mon cas, ou ailleurs, mais mettons en commun nos souffles pour pouvoir inventer l'avenir. » Et comment vous expliquez justement ce recul des religions aujourd'hui? Il faut signaler que nous sommes le seul lieu au monde où la religion recule. Les Américains, les sociologues américains parlent de l'exception européenne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Je me demande parfois si ce n'est pas tout simplement parce que la religion a pris tellement de place par le passé chez nous qu'elle est devenue un petit peu absolue et que nous serions au moment de l'adolescence où on rejette l'autorité qui nous a fait grandir pour peut-être la retrouver autrement et de manière plus adulte. Et dans le livre, vous dites que le mot spiritualité a tendance à remplacer justement ces mots de foi et de religion. Qu'est-ce que ça signifie exactement? D'abord, c'est un fait. Le mot religion est connoté négativement, le mot spiritualité est connoté positivement. Alors pour moi, la spiritualité, c'est de l'incontournable. On ne peut pas être humain sans se poser la question du sens et la question des valeurs qui nous font vivre. La religion, pour moi, elle est au service de l'homme, je l'ai déjà dit, au service de l'homme, c'est-à-dire de cette soif de spiritualité qu'a l'homme. Si nous laissons tomber la spiritualité, or on a de moins en moins de temps pour cela, nous risquons d'être moins humains. Il y a cette phrase de Ricoeur qui dit que les valeurs, coupées de leurs racines spirituelles, c'est comme des fleurs qu'on a mises dans un vase, elles se fanent plus vite. Je crois que la religion est là pour entretenir ce souffle et relier notre humanité à, excusez le beau mot, à une transcendance, à quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes faits pour plus grand que nous et pas pour moins que nous. Nous ne sommes pas faits pour être réduits à de la technique, de la biotechnologie, mais nous sommes faits pour nous transcender, pour nous dépasser. Et je crois que l'horizon de l'homme, il est infini. Et justement, se dépasser, parfois on a l'impression de sentir un peu trop de pression de la société pour se dépasser. C'est parfois ce qui crée le burn-out. Comment ça se passe? Est-ce que les gens justement ressentent trop de pression, ont trop de liberté et ont du mal à les gérer dans cette société actuelle? Oh, il y a beaucoup de choses à dire là. Je crois qu'on a valorisé la personne dans notre société. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes pas les membres d'un clan, nous sommes chacun des personnes uniques. Mais on met tellement de pression sur cette personne qui est trop individualiste, qui finalement doit prendre toutes les décisions elle-même. C'est finalement ce qu'Alain Ehrenberg appelle la fatigue d'être soi. Tout revient sur nous maintenant. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, mais je dis que c'est terriblement exigeant. Dans le temps, on reprenait la ferme de papa et on allait à la messe comme maman. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être croyant? Tout repose sur moi et peut-être qu'on est devenu un peu trop individualiste et qu'on oublie que l'être humain est aussi un être essentiellement communautaire. Ou bien, pour parler comme Saint-Exupéry, que chaque personne est un nœud de relation. Et on veut couper le nœud de ces relations et finalement, on doit tout porter soi-même. Et la société est terriblement exigeante puisque nous faut rivaliser même avec les machines. Mmh. Et justement, oui, vous dites qu'il faut recréer comme ça du lien. On le voit, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui en faveur de l'écologie, etc., qui recréent justement du lien entre ces gens. C'est vers ça qu'il faut aller, il faut que les gens s'unissent aussi autour d'un but commun. Et c'est là que je me réjouis précisément, et c'est là que je dis, il y a des bonnes choses dans cette transition, et dans un des derniers chapitres du livre, j'essaie de repérer justement tous les bourgeons. Vous connaissez peut-être l'image qui dit que quand un chêne s'écroule, il y a enfin des petits glands qui peuvent germer et donner de nouveaux arbres. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un monde qui passe, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a même quelque chose qui ne peut plus durer dans la logique dans laquelle nous sommes, mais je vois des tas de lieux de renaissance, et si j'ai fait ce livre-là, c'est pour dire attention, ne regardez pas que le gros chêne, essayez de voir aussi les bourgeons et choisissez d'en être un vous-même. Selon vous, on peut donc aller vers un mieux? Mais oui, je vous ai dit, ma foi, c'est la foi en l'homme. Mais le mieux, il est au prix de ma liberté, et parfois il faut accepter, un petit peu comme le petit gland, là, de mourir en terre
pour pouvoir germer. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer. J'insiste, il y a des choix à faire, renoncer à certaines choses pour valoriser un avenir. Et comment faire en sorte que les gens prennent les bonnes décisions alors, fassent les bons choix? Mais j'ai envie de dire, en retournant peut-être à la spiritualité, c'est-à-dire en prenant du temps à l'intérieur de soi, plutôt qu'en essayant de répondre toujours à notre to-do list et notre agenda, essayer de voir ce qui vibre en moi et trouver des lieux où je rencontre d'autres personnes. Pour moi, ça c'est très important. Trouver des lieux où je rencontre d'autres personnes qui sont habitées par le même idéal que moi. Et alors c'est un petit peu comme un gazon. Vous savez, quand un gazon est brûlé, on peut passer son temps à l'arroser tout le temps. On peut simplement aussi arroser des petits coins en croyant que si ce petit coin se remet à vivre, il va petit à petit envahir le tout. Je crois beaucoup en des lieux humains, des nouvelles communautés qui vont changer notre vision du monde et surtout de l'homme. Vous restez donc optimiste par rapport à notre avenir? On parle parfois du pessimisme de l'intelligence et de l'optimisme de la volonté. Ça me définit assez bien. Effectivement, il y a des clignotants inquiétants, mais l'homme est une merveille, non? Eh bien, c'est la fin de ce regard croisé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau.